Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information sur le plan de développement 2026 du réseau de transport de la capitale pour les secteurs de la Basse-Ville, de Vanier, de Le Bourgneuf et de Neuchâtel. Je me présente, je m'appelle Yannick Vézina, je suis chef communication interne et événements au RTC et je serai votre animateur et modérateur pour la séance de ce soir. D'abord, je tiens à vous informer que la rencontre est enregistrée et sera rendue disponible à ceux qui souhaiteraient la visionner en différé. L'objectif de ce soir, c'est de vous informer sur la mise en place d'un parcours à haute fréquence entre la Basse-Ville, Vanier, Le Bourgneuf et Neuchâtel, ainsi que sur la révision des services dans ces secteurs. On souhaite également, bien sûr, répondre à vos questions et vos préoccupations. C'est pour ça qu'on est là. Notre rencontre va durer 2 heures et va se dérouler comme suit. D'abord, une présentation d'une durée d'environ 45 minutes qui sera réalisée par notre équipe d'experts en planification des services. Ils vont vous présenter le nouveau parcours à haute fréquence et le scénario de révision du service qu'ils ont préparé. Ils vont aussi vous expliquer comment est réfléchi ce genre de révision-là, les principes et surtout les informations qui guident ces choix. On va ensuite passer une période de questions. Je vous invite à poser vos questions dans la zone questions-réponses que vous pourrez trouver en cherchant le petit bouton Q et R. Donc, normalement, si vous ne le voyez pas dans votre face en ce moment, c'est dans les trois petits points. Il y a un module qui s'appelle questions-réponses. On va beaucoup y faire référence. Vous pouvez le trouver. C'est écrit Q et R. Donc, c'est la seule façon de poser vos questions, c'est via ce module-là. Les questions sont répondues à la fin seulement, parfois verbalement par nos experts ou directement par écrit dans la section. Vous allez voir tantôt, ça se passe toujours très bien quand on fait ça. On trouve une manière de répondre à toutes les questions. Si le module questions-réponses ne semble pas fonctionner, assurez-vous que votre application Teams est à jour ou ouvrez la réunion dans le navigateur web. On va envoyer dans quelques instants une question dans le module pour que vous puissiez vous familiariser, voir comment ça fonctionne. Merci de noter qu'on va seulement prendre les questions qui sont liées au service du RTC qui vous seront présentées ce soir. La rencontre va se terminer au maximum à 21 heures. Avant de commencer, je souhaite vous informer qu'on va rendre disponible une page d'information sur l'ajout d'un parcours à haute fréquence et la révision des services dans la Basse-Ville, Vanier, Le Bourgneuf et Neuchâtel, qui va inclure la présentation de ce soir, de l'information complémentaire sur la révision des services et un module pour recueillir vos commentaires. Le lien va être disponible sur notre page web au www.rtcquebec.ca/plan 2028 et on va vous le partager le lien directement dans la section questions-réponses après la présentation de nos experts. Laissez-moi d'abord vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Donc, vous entendrez ce soir Marc Lusignan, qui est analyste en planification des services, ainsi que Olivier Pignac-Robitaille, qui est coordinateur à la planification des services. On a également Simon Lallier, qui est analyste en planification des infrastructures, qui est en coulisses, qui pourra répondre aux questions relatives aux infrastructures. Je salue également les autres collègues qui sont en arrière-scène, qui veillent au bon fonctionnement de cette séance d'information. Finalement, pour ceux et celles qui ne connaissent pas nécessairement le RTC, je vous rappelle que nous sommes une entité indépendante de la Ville de Québec qui n'est donc pas soumise à une obligation de consultation ou de participation publique. Par contre, ça nous fait plaisir d'être ici avec nos experts pour réaliser cette présentation et répondre à vos questions. On a vraiment le souhait que cette rencontre se déroule dans la transparence et le respect. Sur ce, je vous propose de commencer la séance d'information et je passe la parole aux collègues. Bonsoir Yannick, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, Olivier Pien-Crepitaille, très content d'être avec vous ce soir pour vous parler de, en fait, le nouvel axe fréquent dans le secteur de, en fait, Basseville, Vanier, Le Bourgneuf jusqu'à Neuchâtel. Alors, ce soir, on va venir vous présenter deux scénarios, en fait, parce que le but, en fait, de la rencontre, c'est vraiment d'obtenir vos commentaires, répondre à vos questions et faire cheminer là, notre réflexion afin d'offrir là, le meilleur scénario pour améliorer le service là, dans cet axe-là. Donc, avant de débuter, je voulais juste mettre en contexte un petit peu, là, faire un petit portrait du RTC. Donc, s'il te plaît, Marc, c'est possible de changer. Alors, qu'est-ce que le RTC? En fait, nous, notre mission, là, c'est d'assurer la mobilité des personnes sur l'ensemble du territoire. Et là, le territoire, vous le voyez à l'écran, c'est pas seulement la ville de Québec, on inclut également la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, la ville de l'Ancienne-Lorette. C'est vraiment l'ensemble de l'agglomération là, qu'on veut desservir. Et encore une fois, quand on parle de transport en commun, bien évidemment, on va toujours favoriser la masse, la majorité. Donc, encore une fois, on va venir vous présenter des options. Il va y avoir certains qui vont être bénéfiques en fait, pour certains, d'autres options qui vont être que d'autres personnes vont préférer. Donc, encore une fois, malheureusement, hein, on va essayer de transporter la majorité et malheureusement, ben, on peut pas toujours
favoriser tout le monde. Donc, qu'est-ce que la RTC en chiffres? Alors, Marc, si tu pourrais changer la diapo, s'il te plaît, encore une fois. En fait, on a un parc d'autobus. En fait, on a trois types d'autobus. On a des parcs, des autobus là, de 30 pieds, des midibus, les plus petits véhicules. On a des véhicules 40 pieds, des véhicules standards et des articulés. Euh, Auparavant, ils étaient verts. C'est les 60 pieds là, qu'on voit souvent sur les métrobus. De ces véhicules-là, il y a plus de 85 comme vous voyez, qui sont accessibles, c'est-à-dire qui ont des rampes là, pour favoriser l'accessibilité universelle. Et ce chiffre-là, ben, au fur et à mesure que le parc rajeunit, ça nous permet d'augmenter ce pourcentage-là. Euh, Quand on regarde le réseau comme tel, on parle de 156 parcours. Les 156 sont accessibles, c'est-à-dire que depuis maintenant un an, ce n'est pas les parcours qui sont accessibles, c'est vraiment les arrêts. Donc, l'ensemble des parcours sont accessibles et là, ben, on va aller voir arrêt par arrêt lesquels permettent là, de développer la rampe, pardon. Chaque jour, c'est plus de 4000 départs qu'on offre à notre clientèle et ben, sur une année, là, c'est plus d'1 200 000 voyages qu'on offre. Quand on regarde les infrastructures, comme je vous parlais, on en a 4300 des arrêts sur le réseau. Il y en a 1700 qui sont accessibles. C'est environ 40 des arrêts qui sont accessibles. Quand on regarde l'ensemble des mouvements, là, des montées sur notre réseau, c'est à peu près 80 là, des montées en fait, qui sont accessibles là, dans le sens que on favorise les arrêts où est-ce qu'il y a le plus de montées. Donc, si on va un petit peu plus loin, je vais vous parler maintenant du plan de développement. On se rappellera l'année dernière, le maire a annoncé une taxe sur l'immatriculation, pardon, et avec cette taxe-là, en fait, une augmentation de la taxe sur l'immatriculation, et avec cette taxe-là venait une bonification de service là, pour toute la périphérie. Et donc, ce qui a été annoncé en collaboration avec la RTC, c'est que sur une période de 4 ans, il allait avoir à chaque année une bonification de service sur 4 grands axes, c'est-à-dire un développement d'un axe haute fréquence de type Métrobus, on y reviendra tantôt, dont le sujet principal aujourd'hui, des zones flexibus qui vont être créées, également des nouveaux parcobus et l'extension du service à vélo. Donc, encore une fois, le vélo partage qui est très populaire. Il faut imaginer là, une tache d'huile qui va grandir là, au cours des années pour justement s'étendre là, dans l'ensemble du territoire. Ce développement-là, cette bonification de service-là se fait dans une optique d'optimisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, on veut gérer de façon efficiente et efficace les fonds publics. Donc, on va évidemment avoir pas juste une bonification de service, mais on va repenser la structure du réseau afin d'offrir, encore une fois, le plus de services possible à la majorité de la clientèle. Donc, évidemment, on va pas juste ajouter une ligne haute fréquence, on va revoir les fréquences, pas les fréquences, pardon, les parcours là, qui vont être associés. Marc va vous en parler tantôt. C'est la même chose pour les zones flexibus et pour en fait, là, à chaque année, on va revoir certains secteurs. Le but, encore une fois, c'est d'améliorer l'offre pour justement être en mesure d'accueillir plus de clients, plus de citoyens à bord de nos autobus. Donc, si on regarde pour 2026, excusez-moi, vous voyez là, en fait, la carte. Si vous regardez à l'extrême nord, dans le coin de Val-Bélair, c'est la première extension du service haute fréquence qui a eu lieu l'année dernière. Contrairement aux autres développements qu'il va y avoir, en 2025, c'était vraiment une prolongation d'un parcours Métrobus. Là, on va parler, à partir de maintenant, d'un parcours à haute fréquence. Donc, évidemment, pardon, il n'y a pas de problème. Donc, évidemment, ben, vous voyez l'axe là, qui est en vert foncé. On va tendre à avoir un service haute fréquence de type Métrobus. Ce que ça veut dire, c'est que
le 22 août, lorsqu'on va implanter ce réseau-là, ce nouveau parcours-là, ce ne sera pas un métrobus, dans le sens que ce ne sera pas avec des véhicules 60 pieds, ce ne sera pas nécessairement les mêmes intervalles là, qu'on connaît avec les métrobus de 10 minutes en pointe, 15 minutes hors pointe, mais on veut justement bonifier l'offre afin de susciter l'intérêt et éventuellement, avec l'utilisation, se rendre à un standard métrobus. Par contre, on va quand même travailler sur des axes qui vont être plus stables, des parcours qui vont être plus directs, qui vont être plus rapides. On va regarder aussi pour éventuellement augmenter la distance entre les arrêts pour justement bonifier là, la vitesse comme ça, pour que justement ce service-là devienne attractif. Donc, ça, c'est pour les axes fréquents. Ce que vous voyez aussi, là, la tache orange du côté de Cap-Rouge, ça a été ce qu'on a implanté en 2025, la zone Flexibus. Et cette année, comme je vous disais, il y a eu des annonces d'ailleurs, pas l'année dernière, la semaine dernière, pardon, sur le Flexibus là, dans Orsainville. Donc, si vous voulez y retourner, je crois que la présentation est enregistrée, comme Yannick le disait précédemment. Donc, cette année, c'est vraiment sur Orsainville et ce soir même, c'est sur l'axe fréquent qu'on va se concentrer. Donc, sans plus tarder, je vais vous passer la parole. En fait, je vais passer la parole à Marc Lezina qui va vous expliquer un petit peu l'analyse et vous présenter les deux options. Encore une fois, je tiens à mentionner, on veut avoir vos commentaires. Il n'y a pas une option qui est mieux que l'autre. Les deux sont très valables. En fait, la deuxième option, c'est suite à des rencontres avec des citoyens, avec des commentaires qu'on l'a proposé. Fait que c'est vraiment une démarche là, collaborative qu'on vise à avoir avec vous ce soir pour entendre les pour et les contre de chacune des deux options. Je te laisse la parole, Marc. Merci Olivier, bonsoir. Donc, je vais vous présenter la partie un petit peu plus technique, là, la description de ce service-là qu'on compte mettre en place dès le 22 août prochain. Alors, les principes d'un parcours à haute fréquence, Olivier s'est déjà étendu quelque peu là-dessus. Je les répète rapidement. Les bases d'un service à haute fréquence, c'est bien sûr, on veut relier ensemble les lieux d'habitation aux principaux secteurs d'activité. Donc, on a les quartiers résidentiels, on a des centres commerciaux, des centres de services, des cliniques, des bureaux. On veut relier ces différents points-là ensemble pour le bénéfice de nos usagers. Comme le soulignait mon collègue, donc un parcours haute fréquence, c'est un service qui est rapide, qui est linéaire, c'est-à-dire qu'on veut être le plus direct possible, on ne veut pas faire de détour. Nos arrêts sont également plus espacés, ce qui permet donc un service qui est plus rapide. Également, c'est un intervalle de passage qui est attractif. Tout à l'heure, donc, on mentionnait le fait qu'on a des parcours métrobus dont l'intervalle peut être aussi court que 10 minutes en période de pointe. On ne se dirige pas vers ça tout de suite avec ce nouveau parcours-là, mais néanmoins, on va un intervalle, nous avons planifié un intervalle de passage qui est plus fréquent que la plupart de nos parcours du réseau Le Bus. L'extension du réseau haute fréquence, donc le plan 2025-2028 dont Olivier vous a parlé, ça implique bien sûr de nouveaux territoires desservis. Donc, la carte qui est en fond, là, ça montre, c'est celle qu'on a présentée dans la diapositive précédente. Et au centre, donc, on a un axe nord-sud à l'ouest qui est le parcours 804, un autre axe nord-sud un peu à l'est qui est le parcours 801. Et on introduit un nouvel axe nord-sud au centre, qui est le parcours dont on parle ce soir. Et ce qu'on vise donc, et tel que Olivier vous l'a expliqué, on vise une bonification graduelle du service avec l'accroissement de la demande. C'est-à-dire que tout de suite, on n'aura pas des véhicules articulés sur cette ligne-là. Tout de suite, on n'aura pas un intervalle de passage qui est, par exemple, voisin du Métrobus 800 ou du Métrobus 801. Mais toutefois, ce qu'on vise, c'est qu'on va améliorer le service dans cet axe-là. Vous allez le voir tout à l'heure, actuellement, nos parcours, l'intervalle le plus court qu'on peut avoir actuellement en période de pointe, c'est 30 minutes et en période hors pointe, ça va jusqu'à 60 minutes dans cet axe-là. Or, on va aussi de manière très substantielle l'offre de service. On va avoir beaucoup plus d'autobus qui vont passer à l'heure. Donc, ce n'est pas nécessairement un parcours métrobus. On se dirige vers ça dans l'avenir, mais la première étape, c'est de mettre en place un parcours avec un intervalle de service qui est plus attractif et plus rapide. Et éventuellement, avec l'accroissement de la clientèle, on va adapter notre service et on va se diriger vers, nous l'espérons, dans les prochaines années, un standard de type métrobus.
Une petite carte ici qui vous montre un peu les 4 quartiers qui sont concernés. Donc, à partir de en bas à droite, vous avez les quartiers Saint-Roch, quartier Saint-Sauveur un peu à l'ouest, ensuite Vanier au centre, et puis Neuchâtel-Est, le Bourgneuf, un grand quartier qui est au nord. On s'intéresse particulièrement à l'axe nord-sud. Donc, les parcours qui sont illustrés ici sont les parcours existants. Il y en a 5 qui parcourent l'axe nord-sud. Bien évidemment, il y en a bien d'autres dans l'axe est-ouest. Par exemple, le Métrobus 803 qui n'est pas illustré ici ou le Métrobus 802. Mais dans l'axe nord-sud, on a 5 parcours, les parcours 64, 65, 82, 85 et 185. Donc, on voit les axes que ces parcours-là suivent et ils ont différentes vocations. Par exemple, le 85 est un parcours qui va desservir la partie industrielle de Vanier à l'ouest. On va donc mettre en place, on vise à mettre en place un parcours à haut niveau de service entre le quartier Saint-Roch et le futur parcobus Bastien, à l'intersection entre le boulevard Robert-Bourassa et le boulevard Bastien. Les parcours existants seront revus parce que la mise en place d'un parcours au niveau de service, ce n'est pas ajouter, superposer un nouveau parcours sur les parcours existants. Le fait qu'on bonifie, par exemple, la fréquence ou le service sur un axe, ça nous amène à réfléchir sur les parcours qui étaient là avant la mise en place de ce nouveau parcours-là et à en réviser les caractéristiques. Alors, c'est pour ça que nous les montrons ici en pointillé. Dès lors, évidemment, le tracé qu'on vous montre sur la carte ici est très, très grossi, le tracé du futur parcours haute fréquence, mais il y avait certaines variables ou je devrais dire certaines constantes qui étaient déjà connues. Par exemple, on savait que ce parcours-là allait emprunter le boulevard Pierre-Bertrand dans Vanier, puisque c'est le seul axe qui permet de franchir l'autoroute Félix-Leclerc. Donc ici, on a l'autoroute Laurentienne et à l'ouest, l'autoroute Robert-Bourassa. L'axe qui permet le franchissement, c'est Pierre-Bertrand. C'était donc évident qu'on allait passer là-dessus. Mais dans la partie sud du parcours, comme dans sa partie nord, au départ, on s'est gardé une petite gêne. Donc, on savait qu'on allait partir de Saint-Roch et on allait se diriger vers le carrefour Bastien-Robert-Bourassa, mais il y avait différentes options de tracés qui ont été considérées. Donc, la bonification du service dès cet automne, donc la création d'un nouveau parcours fréquent et l'ajustement du réseau bus autour du parcours fréquent. Les données utilisées par l'analyse. Donc, d'abord, les consultations. On en fait une ce soir. C'est notre 4e rencontre. Donc, on a eu une rencontre publique la semaine dernière, mais on a aussi rencontré les conseils de quartier précédemment et aussi les conseils municipaux. Donc, la consultation d'organismes communautaires et de la population, ça nous permet donc de venir valider en quelque sorte les analyses, les premières conclusions, les premières observations qu'on avait tirées et également la proposition qu'on vous fait ce soir parce qu'on est toujours c'est toujours une proposition, ce n'est pas encore fixé. C'est le mois prochain que le conseil d'administration du réseau de transport capital va approuver qu'on va se présenter face à notre conseil d'administration. La rencontre est publique d'ailleurs, et on va obtenir son aval ou pas, mais on espère bien obtenir son aval. Donc, pour le nouveau service sur lequel on travaille actuellement, et il nous reste quelques semaines donc pour peaufiner notre copie, si je puis dire. Et les résultats de la consultation qu'on fait ce soir et qu'on a fait ces dernières semaines vont nous permettre de finaliser notre travail. Deuxième point, les données achandage des parcours actuels, bien sûr. Vous le savez peut-être, sur nos autobus existants, on a des capteurs qui nous permettent de connaître le nombre de personnes qui montent et qui descendent à chacun de nos arrêts. On a des balises GPS dans les véhicules, donc on sait exactement à quel endroit Mme Lalonde, non, je ne connais pas le nom de Mme Lalonde, mais je sais que j'ai une usagère ou un usager qui est monté à tel arrêt, à telle heure, sur tel parcours. Ces données-là sont collectées en continu et on a une base de données énorme qu'on augmente à chaque jour et ça nous permet donc, on voit un petit peu comment nos parcours fonctionnent, est-ce qu'ils sont bien remplis, est-ce que l'autobus est au bon endroit? C'est toujours, comme disait Olivier tout à l'heure, on vise toujours à optimiser notre service pour faire en sorte de faire profiter un maximum de gens les ressources qu'on investit sur le territoire. Et ça coûte cher, un réseau de transport en commun. On a plusieurs centaines de véhicules qui circulent sur le territoire et on veut transporter le maximum de gens et bien desservir le territoire. Donc, les données captées à bord des autobus, ça nous permet de mesurer la performance de
de nos services. Il y a les capteurs qui nous permettent de savoir les personnes qui montent et qui descendent. Également, on a les valideurs opus. Donc, la plupart des gens qui utilisent nos autobus se présentent avec une carte et il y a un petit bip à ce moment-là. Alors, c'est une autre donnée qu'on collecte. Troisième donnée qui est super importante, ce sont les enquêtes origine-destination qui sont réalisées à tous les 5 ans. Et ça, c'est un vaste sondage qui est fait auprès d'un échantillon représentatif de toute la population, pas seulement l'agglomération de Québec, pas seulement la ville de Québec, l'ancienne-Lorette et Saint-Augustin-des-Maures, mais le territoire est beaucoup plus vaste. C'est toute la région métropolitaine, incluant Lévis, incluant les banlieues, qui sont incluses là-dedans, qui nous permettent de connaître vraiment les besoins des gens. On sait où les gens débutent leur parcours, on sait où ils se rendent, on sait à quelle heure ça se fait, pour quel motif, est-ce qu'on va étudier, est-ce qu'on va magasiner, est-ce qu'on va se recréer, est-ce qu'on va travailler. On connaît l'âge de la personne, on connaît le sexe de la personne, on connaît son occupation principale. Je vous rassure tout de suite, ces données-là sont anonymisées. Moi, ça ne m'intéresse pas de connaître une personne en particulier. Moi, c'est la masse qui m'intéresse. Donc, est-ce que j'ai, par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que j'ai une majorité d'étudiants qui utilisent, qui partent d'un quartier qui va vers l'autre? Est-ce que l'achalandage entre Val-Bélair, par exemple, et Sainte-Foy a augmenté? Donc, ce sont des informations essentielles que l'on collecte en masse et qui nous permettent donc d'alimenter le quatrième point, un modèle qui nous permet de prévoir la fréquentation de nos parcours. Donc, les parcours actuels, je viens de vous l'expliquer, on en connaît l'achalandage, mais un nouveau parcours, quel sera son achalandage? On a une petite idée quand même avec toutes les données dont je viens de vous parler, mais on les teste ensuite, on conçoit des scénarios qu'on teste sur un modèle de transport et qui nous indique à ce moment-là si l'achalandage espéré est bien le bon. Donc, ce sont 4 outils, 4 sources d'informations dont on se sert pour planifier un nouveau service de transport. Quelques éléments de réflexion. Vous avez la petite carte à droite qui reprend un peu les 4 quartiers dont je parlais, donc Saint-Roch, Saint-Sauveur, Vanier et Neuchâtel-Est-Le Bourgneuf. Vous remarquez que dans Neuchâtel-Est-Le Bourgneuf, on a ajouté un 5e secteur. En fait, c'est une sous-section dans le quartier Neuchâtel-Est-Le Bourgneuf. On l'a appelé Le Bourgneuf-Sud et c'est la partie où on retrouve les grands centres commerciaux, les bureaux, les cliniques. C'est au sud du boulevard Le Bourgneuf. C'est délimité par l'autoroute Laurentienne à l'est et le boulevard Robert-Bourassa l'autoroute Robert-Bourassa à l'ouest et bien sûr au sud par l'autoroute Félix-Leclerc. Donc, c'est un endroit où se destinent un grand nombre de personnes. Justement, les chiffres qui sont indiqués là-dessus vous montrent, ce sont les données tirées de la dernière enquête origine-destination et ça montre le nombre de déplacements entre les quartiers, donc par un jour moyen de semaine. Et ce que ça montre, par exemple, c'est entre la partie nord du quartier et la partie sud, vous avez 18 000 personnes dans les 2 directions qui cheminent pendant une journée moyenne de semaine. 11 000 entre le Bourgneuf-Sud et Vanier, puis ensuite 5 000 entre Vanier et Saint-Sauveur, 4 000 entre Saint-Roch et Vanier, et puis enfin 2 000 entre Saint-Roch et Saint-Sauveur. Donc, ça, c'est des données qui nous montrent qu'on a énormément de déplacements qui se destinent vers la partie sud du secteur. Donc, c'est des choses qu'on mesure sur plusieurs enquêtes. On voit que tout le secteur sud de Le Bourgneuf est en croissance et il y a de plus en plus de gens qui s'y destinent. Donc, c'est un pôle commercial et d'emploi et un terme un peu technique qu'on utilise, on utilise le terme de générateur de déplacement. Donc, c'est un gros générateur de déplacement. Il y a beaucoup de gens qui se destinent là à tous les jours. On sait bien sûr que les déplacements pour le magasinage sont dominants, mais on voit aussi une croissance sur d'autres motifs de déplacement. Cette enquête-là et les données tirées de l'enquête nous montrent aussi que Vanier est un secteur de destination qui est majeur. Donc, il est important de le desservir. Il y a une demande importante en destination de Vanier, tout autant en provenance du nord que du sud. Les orientations, donc je viens de vous faire état un peu des sources de données, des outils qu'on utilisait pour travailler. Ensuite, quelques données que je vous ai présentées à la diapositive précédente et ça nous a amené au terme d'une réflexion à définir les grandes orientations de ce nouveau service-là, c'est de faire du pôle de Le Bourgneuf le point focal de la desserte. Donc, on veut augmenter l'offre de services et la rapidité d'accès en transport en commun. Si on veut être concurrentiel par rapport, par exemple, aux déplacements faits en automobile, on veut une offre de service qui est plus considérable, un plus grand nombre d'autobus, mais on veut également aller plus vite. On veut consolider le pôle d'échange du terminus des Galeries de la Capitale. On a déjà un terminus, donc au sein de Le Bourgneuf,
où on fait croiser un grand nombre de parcours, par exemple le Métrobus 803, le parcours 70, le parcours 82, eh bien, c'est essentiel que ce nouveau parcours-là desserve aussi ce terminus-là. On veut également améliorer l'accès vers les principales destinations de Vanier, créer un nouveau lien entre la Basse-Ville et Vanier et améliorer les temps de parcours à partir de la partie nord de Neuchâtel-Est, le Bourgneuf. Et enfin, c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure, les principes d'un parcours à haute fréquence. On veut favoriser des tracés rectilignes et rapides pour nos usagers, pour nos clients. Maintenant, je vais vous présenter les propositions de service, donc après les orientations, à quelle proposition à laquelle on est arrivé. Voici le parcours à haute fréquence qu'on a dessiné, c'est celui qu'on propose. Dans quelques instants, je vous ferai état d'une petite option de tracé dans Vanier. Cette proposition-là vous montre un parcours donc, qui débuterait au sud-est, au terminus de la gare du Palais, qui cheminerait sur le boulevard Charest, ensuite ayant atteint le quartier Saint-Sauveur, cheminerait vers le nord sur Marie-l'Incarnation, ensuite traverserait Vanier par la rue Plante, par la rue Samson, ici, c'est dans l'axe est-ouest, avant d'emprunter le boulevard Pierre-Bertrand, puis ensuite la rue Bouvier dans le Bourgneuf, puis ensuite le boulevard des Galeries, desservant le terminus des Galeries de la Capitale, puis ensuite cheminerait vers le nord pour rejoindre à la hauteur de la rue de la Morille, le boulevard Robert Bourassa pour ensuite gagner le carrefour du boulevard Bastien où on va implanter dans les prochains mois un nouveau stationnement incitatif, un parcobus. Le niveau de service dont vous voulez, c'est indiqué à droite. Donc, ce qui est prévu, c'est un intervalle de service de 20 minutes durant la semaine avant 19 h. Donc, à partir du début du service, vers 5-6 heures du matin jusqu'à 19 h, donc 3 autobus à l'heure dans chaque direction. En soirée, on prévoit un niveau de service de deux autobus à l'heure, donc un intervalle de 30 minutes. Le week-end, ça va être également un intervalle de 30 minutes. Ça implique, cette mise en place-là d'un nouveau parcours nord-sud à haute fréquence, ça implique un ajustement des parcours réguliers dont je parlais tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on avait 5 parcours existants dans le quartier. Donc, premièrement, c'est le parcours 82 qui change relativement peu dans notre proposition. Donc, on en voit le tracé ici en violet. Il y a un petit changement qui est fait au nord du boulevard Le Bourgneuf avant de continuer sur son trajet qui le mène à Saint-Émile, puis ensuite à Lac-Saint-Charles. Ça demeure un long parcours qui va relier ensemble donc la Basse-Ville et Lac-Saint-Charles. Ensuite, on a 2 parcours qui desservent entre le terminus des Galeries Capitales et la Basse-Ville. C'est les parcours 64 et 65 qu'on a observé qu'ils étaient redondants. Alors, en mettant en place ce nouveau parcours à haute fréquence, la ligne en bleu, on a remarqué que ces parcours-là devenaient redondants, donc on en propose de les retirer, de les supprimer. Le petit schéma ici, ça vous montre un peu la différence en termes de nombre d'autobus. Ce qu'on a, la partie en haut, ça vous montre le nombre d'autobus qu'on a actuellement durant un jour de semaine. On a 105 sur les 5 parcours dont j'ai parlé, le parcours 64, le parcours 65, le parcours 82, le 85 et le 185. Si on compte tous les autobus qui circulent dans les 2 directions pendant une journée de semaine, on en a 105. Le samedi, dimanche, on en a un peu moins. La demande est un peu moins grande, moins importante. On en a 75. Avec le retrait des 64 et 65 et la mise en service de notre nouveau parcours haute fréquence, plus l'ajustement sur la fréquence des autres parcours existants qui demeurent, on va passer de 105 autobus par jour en semaine à 203 autobus par jour. Le samedi-dimanche, on passe de 75 à 147. Donc, c'est pratiquement un doublement de l'offre de service. On va avoir 2 fois plus d'autobus qui vont circuler entre Saint-Roch et Neuchâtel-Est, le Bourgneuf, dans le réseau qu'on propose. Je reviens un peu sur les ajustements. Je fais un petit zoom là, qui vous montre à droite. On a ici le boulevard Le Bourgneuf. Vous avez le terminus des Galeries Capitales et en bleu, vous avez le tracé qui est proposé pour le nouveau parcours haute fréquence, donc qui chemine sur le boulevard des Galeries, ensuite la rue Thérèse-Casgrain et puis de la Morille avant d'emprunter Robert Bourassa. Pour ce qui est du parcours 82, donc actuellement, il remonte jusqu'à la rue de la Morille et on
on propose un léger correctif pour mieux desservir cette partie-là du quartier, donc c'est par la rue Montfait. Ça permet d'éviter un dédoublement avec le futur parcours haute fréquence et également le parcours 70 qui parcourt déjà ces rues-là actuellement. Maintenant, pour ce qui est des parcours 64 et 65, donc j'ai annoncé le retrait. Ici, c'est un petit zoom qui montre la partie sud du quartier Vanier. Il y a beaucoup de lignes parce qu'il y a beaucoup de parcours qui sont là actuellement. Certains, bon, on en a deux dont on propose le retrait, qui sont les parcours 64 et 65. Ce sont les lignes en pointillés. On voit ici, ma souris trace un peu le parcours du 64 qui est assez sinueux, là, qui dessert tout le quartier Vanier. Ces deux parcours-là, donc on en propose le retrait, mais vous voyez en bleu ici, c'est notre futur parcours au niveau de service. Et les autres lignes vous montrent les parcours existants qui vont demeurer. Par exemple, le parcours 82 qui va continuer à circuler sur Bocage et Pierre-Bertrand. On a le parcours 85 ici qui dessert la partie industrielle. Le 86 qui chemine sur la rue Chabot et les parcours 74 et 84 qui cheminent sur Père-le-Lièvre et Wilfrid Hamel. Également, on a le Métrobus 802 là, qui chemine sur Wilfrid Hamel et Marie de l'Incarnation. Ici, c'est un petit ajout pour ceux qui étaient présents peut-être à la rencontre de la semaine dernière. On a voulu préciser un peu qu'est-ce qu'il en était concernant les parcours 64 et 65. Sur le schéma ici, vous avez en bleu le tracé du futur parcours au niveau de service. Et la petite ligne en vert ici, donc si vous suivez ma souris, c'est le tracé actuel du parcours 64. On vous montre en orange, ce sont les arrêts où il n'y aura plus de service d'autobus. D'accord? Donc, c'est la partie nord de Vanier, Oud, Baker et la partie nord de la rue Plante. Et ici, dans la partie sud, sur Victor de la Barre, et également un arrêt sur Pierre-Bertrand où il n'y aura plus de service qui va desservir ces arrêts-là. Les lignes pointillées vous montrent les autres parcours existants qui vont demeurer. Donc, tous les arrêts qui sont en dehors des zones oranges continuent à être desservis dans le futur par nos autobus. Ce qu'on va retirer, en fait, c'est 10 paires d'arrêts, d'accord, dans chaque direction. Le petit rond que vous avez ici, par exemple, il y a un arrêt en direction sud et un arrêt en direction nord. Donc, ce qu'on retire, c'est 10 paires d'arrêts. On a fait le compte sur le nombre de personnes qui qui utilisaient ces arrêts-là. Donc, on a 84, vous l'avez ici à gauche, 84 montées par jour qui ont lieu sur ces 10 paires d'arrêts-là, sur un total de 639 montées sur les deux parcours 64 et 65. Donc, si on prend tous les arrêts de ces deux parcours-là et on fait le compte des personnes qui prennent l'autobus, on en a 639 et sur les 10 arrêts dont on propose le retrait, on en a 84. Les personnes, évidemment, qui prennent l'autobus à ces arrêts-là vont devoir, dans l'avenir, marcher un peu plus pour aller chercher les parcours du réseau futur. Et la distance moyenne que ces personnes-là vont parcourir est de 260 mètres, donc pour gagner un arrêt du réseau du RTC. Les autres arrêts, donc, comme je viens de le mentionner, demeureront desservis par un autre parcours. Et lorsqu'on considère nos normes de desserte, on a des normes qui sont assez sévères, en vertu desquelles on doit desservir tous nos quartiers à une distance de marche raisonnable. Tout demeure couvert et à l'intérieur de nos normes de service. Je vous ai parlé d'une petite variante de tracé qu'on étudiait dans la partie de Vanier. Ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est le tracé par Plante et Samson. On considère aussi, suite à des commentaires qu'on a reçus lors des rencontres précédentes, on considère aussi la possibilité que le parcours pourrait plutôt emprunter Wilfrid Hamel et Pierre Bertrand pour poursuivre son parcours vers le nord. Plante et Samson seraient desservis par d'autres parcours. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs parcours qui vont desservir le quartier, en plus du parcours haute fréquence, le parcours 82, le parcours 85, le 185. Si jamais on décidait de suivre Wilfrid Hamel et Pierre Bertrand avec le tracé du parcours au niveau de service, les autres seraient redirigés de manière à ce que les axes qu'on désire desservir le demeurent. Donc, d'une manière ou d'une autre, le quartier va être desservi, c'est juste que les parcours vont prendre des tracés un peu différents. Ce qu'on mentionnait, c'est que donc on apporte des ajustements, bien sûr, aux horaires des parcours réguliers. Si on veut
On a un cochon, une tirelire qu'on a cassé, on a trouvé plein de sous à l'intérieur et c'est le budget qu'on investit pour améliorer nos services. On en a une partie pour un parcours à haute fréquence et on a une partie pour ajuster le service sur les autres parcours du réseau régulier. Donc, on est en train, comme je l'expliquais tout à l'heure, à réviser, à compléter notre planification pour l'adoption par notre conseil d'administration le mois prochain. Et ça va inclure un ajustement de la fréquence et du nombre de voyages sur les parcours existants dont j'ai parlé, un ajustement de la fréquence et puis un ajout de départ sur certains parcours réguliers. On est en train de compléter notre copie. On travaille donc aux horaires plus détaillés. Donc, notre proposition, on va la finaliser dans les prochaines semaines. Donc, il y aurait éventuellement aussi au niveau des horaires des ajustements aux heures de départ sur certains parcours afin de mieux répondre aux besoins. Je crois en avoir terminé. Oui, je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs. Donc, je rappelle que pour poser vos questions, ça se passe du côté du module questions-réponses. Donc, on va commencer avec une première, puis vous allez voir comment ça va fonctionner pour les prochaines minutes. Donc, la première est pour Olivier. Est-ce que les horaires de soir et de fin de semaine seront adaptés à la sortie de la salle de spectacle La Chapelle? Est-ce qu'il y aura des concordances, des correspondances avec le 802? Une très bonne question. En fait, ben, si je parle tout de suite de la salle de spectacle La Chapelle, la réponse rapide, c'est non. On ne fera pas d'ajustement de service en fonction de cette salle-là. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que on est en transport en commun et bien que c'est un lieu de destination qui, j'en suis sûr, est très important, on peut pas planifier notre service en fonction de spectacles qui sont là que quelques soirs par semaine. Pour ce qui est du 802, c'est sûr que le 802, c'est un parcours qui est à haute fréquence avec des fréquences qui sont différentes, hein, sont entre 15 et 20 minutes le soir. Donc, c'est sûr que si on a un parcours aux 30 minutes qu'on essaie de synchroniser, entre parenthèses, avec un parcours aux 20 minutes, ça fonctionnera pas. Donc, c'est ça l'intérêt en plus, en fait, sur l'ensemble du réseau. Là, quand on regarde les parcours qui se connectent à des métrobus, il n'y a pas de synchronisation parce que ça devient trop coûteux là, de faire ça. Évidemment, plus qu'on a des contraintes, ben, plus ça force le système à faire des choix et c'est pas quelque chose qu'on veut faire. En fait, qu'on veut mettre de l'avant. Il y a d'autres possibilités. Puis Marc disait qu'on est en train de regarder pour jouer avec les horaires. On se pose des questions. Est-ce que c'est des synchronisations qui sont au terminus des galeries? Est-ce qu'il y a une bonification de fréquence? Là, on vous annonçait du 30 minutes. Est-ce que c'est finalement un peu plus fréquent? Bref, on est en train de regarder ça. Ça fait partie des choses qu'on regarde. Merci beaucoup, Olivier. Prochaine question est pour Marc. Quelles sont les normes que vous utilisez au RTC pour calculer la distance entre le domicile et l'arrêt de bus le plus proche? Oui, merci, c'est une bonne question. En des temps pas si éloignés que j'ai connus, parce que j'ai quelques années de métier, donc on travaillait, on mesurait la distance à vol d'oiseau là, sur une carte. Là. Donc, si on veut, si mon parcours, par exemple, parcourait Pierre Bertrand, puis je disais, bon, j'ai une norme de desserte de 500 mètres, par exemple, ben, j'avais un genre de zone de 500 mètres de part et d'autre et je considérais que ma population était desservie à l'intérieur de la zone de 500 mètres. Désormais, c'est plus sophistiqué que ça. On utilise des outils géomatiques où on connaît les déplacements que vont suivre les personnes. Bon, ils vont cheminer sur des sentiers, sur des trottoirs. Donc, la mesure est très, très précise et à partir d'un arrêt, on mesure très exactement si notre norme de service, par exemple, c'est 600 mètres pour on considère qu'à l'intérieur d'une distance de marche de 600 mètres, on a desservi, par exemple, les demeures ou les magasins ou les bureaux de part et d'autre d'un arrêt. Bien, cette mesure-là est faite très précisément sur le réseau routier à l'aide de nos outils géomatiques. Donc, la norme qui est utilisée, c'est 600 mètres, comme je viens de le mentionner. Bien souvent, la distance est bien inférieure à ça. Ça va être de 300 mètres, de 200 mètres. Des fois, on habite à côté de l'arrêt de bus, mais on considère qu'à l'intérieur donc d'une distance de marche de 600 mètres, les populations sont desservies et cette mesure-là donc est très précise et est faite sur le réseau routier.
Merci beaucoup, Marc. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions avec le module questions et réponses, mais surveillez aussi le module parce qu'il y a certaines questions qu'on va poser verbalement pour Marc et Olivier. Il y en a aussi qui vont être répondues directement. Donc, si vous n'entendez pas votre question, c'est peut-être parce qu'elle a déjà été répondue par écrit. Donc, troisième question pour Olivier cette fois-ci. Est-ce que le parcours 86 fait partie des parcours qui auront une augmentation de la fréquence? Une bonne question. En fait, comme je reviens avec le point de marque, on est en train de définir l'ensemble des fréquences, là. C'est sûr qu'on focus sur les changements, sur le nouveau parcours fréquent, un petit peu sur le 82, mais on est en train d'analyser le besoin de bonifier la fréquence là, sur les parcours qui sont connexes. C'est sûr que on va focuser là, sur justement l'axe nord-sud. Merci beaucoup, Olivier. Question pour Marc. Quel sera le numéro pour identifier le parcours haute fréquence? Ça, c'est une belle question facile. Ben, nous, on utilise entre nous, on lui a donné un numéro, on lui a donné une couleur, une étiquette, mais il n'y a rien d'officiel. Ce n'est pas nous, les planificateurs, qui décidons du numéro. Et on a des collègues qui travaillent là-dessus et on ne connaît pas encore le résultat. Je sais qu'ils y cogitent actuellement. On leur a donné, grosso modo, on leur a décrit quel était le service et il y a toute une logique, là. Ça va être un numéro qui risque d'être assez voisin des autres parcours dans le secteur, que ce soit de la gamme des 70 ou la gamme des 80 ou la gamme des 60, mais je n'ai pas la réponse encore et on le saura très bientôt. Probablement, je présume que lorsqu'on va rencontrer notre conseil d'administration dans les prochaines semaines, on aura la réponse. Merci aussi de préciser, Marc, que ce n'est pas un numéro qui est choisi au hasard, qu'il y a une logique derrière tout ça. On ne lance pas un dé dans les airs. En cas qu'il y a un dé, ça le six faces. Mon exemple est vraiment pourri. Question pour Olivier. Pardon, de la misère à lire. Est-ce qu'il pourrait être étudié de garder une portion du parcours 64 à l'intérieur de Vanier afin de s'assurer un accès aux services de proximité pour les citoyens plus vulnérables? On donne par exemple l'hôpital Christ-Roi. Oui, ben en fait, c'est des commentaires qu'on a eus là, dans les différentes rencontres avec les différents ateliers là, qu'on a fait. C'est sûr qu'on regarde cette option-là. Encore une fois, c'est des heures de service. Donc, si on investit pour des services de proximité, un service aux heures qui fait tu sais, de certes fines, ben, c'est des heures qu'on n'a pas pour bonifier les fréquences. Donc, encore une fois, c'est un choix qu'on a à faire. C'est sûr qu'avec l'option 2, la deuxième option là, que Marc vous a présentée, ben, il y a un lien qui est plus direct vers Pierre Bertrand, entre autres, je veux dire Amel, excusez-moi. Mais on a entendu parler, on est en train de l'étudier. Merci beaucoup. Une question pour Marc. Est-ce qu'il y a des impacts sur les trajets des parcours express? Non, c'est pas prévu pour l'instant de réviser les parcours express. Il faut expliquer que, juste comprendre que euh, les parcours express desservent surtout bon, je recommence. Neuchâtel-Est, le Bourgneuf, grand quartier, effectivement. Puis oui, on a des parcours express qui desservent ce quartier-là parce qu'on est relativement au nord. Donc, les parcours express, c'est surtout la périphérie, donc parce qu'on est loin du centre. Donc, on a mis en place des parcours plus rapides pour amener les gens vers leur lieu d'études, par exemple l'Université Laval, Cégep Garneau, ou vers leur lieu de travail, le CHUL sur Laurier ou la colonie parlementaire, par exemple. Les parcours express ne sont pas concernés par cette révision-là de réseau. Donc, c'est la partie, si on veut, un peu plus centrale de l'agglomération qui est visée avec la mise en place du parcours au niveau de service. Ça ne touche pas les parcours express qui sont surtout en périphérie. C'est intéressant parce que la mise en place du parcobus qui est prévu donc au coin de Bastien et Robert Bourassa, bon, évidemment, à quoi ça sert un parcobus? Ce sont des gens qui viennent en automobile, qui viennent se garer à un endroit où l'offre de service est plus importante pour prendre l'autobus. Bien, on a plusieurs parcours express qui vont desservir le parcobus et ça va être un point de départ intéressant pour des gens qui vont vouloir poursuivre leur trajet à grande vitesse, si je puis dire, vers leur lieu de destination. Merci beaucoup. Je rappelle que ceux et celles qui se sont joints peut-être un peu plus tard, qui n'étaient pas là au début, ceux qui veulent écouter ou réécouter ou recommander à leurs voisins, voisines l'écoute de l'enregistrement de ce soir, ça va être disponible dès demain sur le rtcquebec.ca/plan 2028.
Donc, prochaine question est pour Olivier. Quel est le temps calculé pour l'entièreté du trajet du Parcobus Bastien jusqu'à la gare du Palais? Une autre très bonne question. Encore une fois, les temps de parcours sont calculés pour chacun des voyages. Donc, encore une fois, durant la même journée, le temps de tracé ne sera pas, notre temps de parcours ne sera pas le même à 6 heures le matin qu'à 8 heures le matin qu'à 4h30 l'après-midi. Donc, pour vous donner une idée, là, si on parle là, de l'extrême nord vers l'extrême sud, donc l'ensemble du tracé qui, en passant, euh, ces axes fréquents-là, c'est assez rare qu'il va y avoir vraiment quelqu'un qui va prendre ce tracé-là au complet. Ce qu'on voit dans les simulations, c'est des montées-descentes. Comme on en a parlé dans d'autres rencontres, mais le pôle Le Bourgneuf, là, les galeries des capitales devient un axe très important. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de correspondance là. Tout ça pour dire que si on parle de bout en bout, on parle d'environ là, entre 46 minutes à 61 minutes en direction sud pour se rendre, dépendamment de la période de la journée. Puis, pour vous donner une idée encore, si on regarde seulement des galeries vers le centre-ville, on parle de 32 à 40 minutes, encore une fois, dépendamment de la journée. On parle d'une journée de semaine. La fin de semaine, ça risque d'être plus rapide. Merci beaucoup. Prochaine question est pour Marc. De quelle façon allez-vous déterminer la variante qui bouclera le parcours vers Marie de l'Incarnation? Samson Plante ou Amel? On est gâtés ce soir, effectivement, on a des bonnes questions. C'est pas blanc ou noir, hein. Ces deux options-là sont vraiment intéressantes toutes les deux. L'option 2 par Pierre Bertrand et Wilfrid Hamel, ça a été un peu euh, voyons, ça a été mentionné, ça nous a été souligné lors des consultations qu'on a faites ces derniers jours, ces dernières semaines. Un intérêt particulier, c'est de desservir certains générateurs de déplacement du quartier. Par exemple, les marchés d'alimentation sur Wilfrid Hamel. On a Christ Roy aussi sur Wilfrid Hamel. On a différents facteurs donc à prendre en considération, la population desservie, le nombre de déplacements desservis, puisqu'on a des mesures à l'aide des données d'enquête de destination. On a des données d'achantage à l'intérieur de nos autobus. À la fin de tout ça, donc, on va reprendre un peu l'analyse, revoir. On avait considéré déjà dans le passé cette option-là, on l'avait écartée. On se repenche un peu sur la question. On va peser le pour et le contre. C'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas à trancher au couteau. Le fait de tester sur le modèle de transport, ça va nous donner aussi d'autres réponses, d'autres grains à moudre, si je puis dire. Ça va nous faire réfléchir à nouveau. Et je ne connais pas encore la réponse, mais je viens de mentionner un peu l'ensemble des données et les outils dont on va se servir pour trancher finalement en fonction d'un tracé ou de l'autre. Merci. Je rappelle que ce soir, on tente de répondre à toutes vos questions, mais n'oubliez pas que si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, ça va être possible de le faire via le site web du RTC. Je vous rappelle que l'URL a été partagé plus tôt par les collègues dans la section questions-réponses. Prochaine question. Je vais y aller pour une question pour Olivier. Est-ce que des voies réservées seront créées à certains endroits du tracé? La réponse, c'est en fait, on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est un petit peu la stratégie qu'on a, hein. C'est sûr que plus on utilise des axes qui sont structurants, que ce soit Pierre Bertrand, que ce soit Amel, et plus qu'on a de véhicules, hein, pour pouvoir justifier un ajout de voie réservée, ben, plus on va le faire. C'est-à-dire que l'intérêt aussi de centrer tu sais, d'avoir plusieurs parcours sur le même axe, ça vient mettre un certain volume, ça vient justifier des gains pour la clientèle, pour le RTC, pour justement mettre un axe. C'est sûr que si on était partout dans le quartier, on peut pas mettre des voies réservées sur l'ensemble du quartier. Donc, c'est ce qu'on tente de faire. La même chose avec les infrastructures. On va essayer de se concentrer sur des axes qui sont plus directs, plus rapides, pour justement essayer d'avoir plus de gens, d'avoir justement une bonne justification là, pour avoir des voies réservées pour que ce soit payant pour le RTC et la ville de mettre des voies réservées et des mesures prioritaires. Merci. Pendant que nos deux intervenants principaux peuvent prendre une gorgée d'eau, je vais inviter Simon Lallier, qui est là pour les infrastructures, parce qu'on a une question plus précise qui le concerne, en fait, qui concerne les infrastructures, pas Simon spécifiquement. Est-ce que Simon, tu es là?
Oui, bonjour. Parfait, je te pose ça. Puisque les temps de marche sont appelés à augmenter, est-il prévu d'ajouter des abribus à certains arrêts afin de compenser cette réalité, particulièrement en période hivernale? C'est aussi une très bonne question. En fait, le temps de marche n'est pas un facteur qu'on considère lorsqu'on décide d'installer un abribus à un arrêt. C'est plutôt une série de facteurs, dont notamment l'achalandage, mais aussi la proximité de lieux de destination, la possibilité d'en mettre ou non selon l'espace qui est disponible. Euh, je comprends qu'il y a possiblement des gens qui vont devoir marcher un petit peu plus dans l'autre, si je me fais l'avocat du diable, ou plutôt l'autre version à ça, plutôt l'autre versant, c'est que le parcours va être plus fréquent. Donc, l'attente est aussi moindre. Donc, les gens sont un petit peu moins pénalisés dans le temps d'attente. Donc, selon l'évolution de l'achalandage, on va suivre l'évolution avec intérêt, puis les arrêts qui vont se qualifiés, si on veut, pour l'installation d'un abribus, ben, on va les prioriser en temps et lieu selon l'évolution de l'achalandage. Merci, Simon. Je ramène Olivier pour une question un peu plus longue. Je prends mon souffle avant de la poser. Si le futur parcours à haute fréquence n'utilise pas Samson et Plante, quelles seront les options pour prendre le bus afin de se rendre sur la colline parlementaire? Donc, la personne qui pose la question s'exprime à l'effet qu'elle ne souhaite pas ou ne pourra pas marcher entre 13 et 15 minutes pour aller rejoindre Pierre Bertrand, par exemple. C'est une bonne question. Marc vous a présenté l'option 1 là, avec le 82 qui, je sais pas si Marc est capable de revenir sur une des diapos pour qu'on ait tous la même compréhension. Euh, donc, quand on regarde, euh, quand on regarde celle-là, ce que vous voyez, c'était l'option 1 qui avait été présentée initialement, donc l'option sur Plante et sur Samson. C'est sûr que si on prend l'option 2, qui est dans le fond de continuer tout droit sur Pierre-Bertrand et prendre Boulevard Hamel, ben, le 82, lui, peut être vu. Est-ce que c'est le 82 qui va être sur Samson, faire une desserte est plus à l'est? C'est des choses comme ça qu'on va regarder. Évidemment, ben, comme vous l'avez vu, on a fait des modifications pour s'assurer de couvrir l'ensemble du territoire. Marc parlait de distance de marche là, qu'on essayait de respecter. C'est sûr qu'avec deux parcours qui seraient là, à l'ouest et à l'est, ben, ça nous permet de justement s'assurer que même le centre du quartier est à une distance de marche là, raisonnable. Marc parlait là, d'une distance là, en moyenne de 260 mètres là, pour se rendre de part et d'autre là, des deux parcours. Donc, je reviens avec la question. Si on prend l'option qu'on continue l'axe fréquent sur Pierre-Bertrand, ben assurément, le parcours 82 verrait sa desserte modifiée pour desservir le côté plante, là. Merci beaucoup. Avant de poser la prochaine question, qui jusqu'à maintenant serait notre dernière? Donc, si vous écoutez qu'il y a une question qui vous brûle les doigts pour les poser, n'hésitez pas à le faire dès maintenant parce que nous, c'est sûr que s'il n'y aura plus de questions, on va tranquillement conclure la rencontre. Donc, voilà. La question est pour Marc, la prochaine, et peut-être la dernière. Selon vous, dans l'éventualité où le service se transformerait en métrobus, est-ce que des changements de configuration au niveau des routes utilisées seraient nécessaires et demandés à la ville? Ajout de voies, voies réservées, etc. Oui, on est toujours en lien, en dialogue continuel avec la Ville de Québec là-dessus. C'est sûr que, puis c'est particulièrement critique, je dirais, ou important par les temps qui courent avec les travaux du tramway qui vont commencer. On sait que la circulation automobile va être déviée sur d'autres voies, sur Grande Allée, par exemple, puis sur Sainte-Foy en Haute-Ville. Le boulevard Charest, on en a souvent parlé. Ça a été un axe sur lequel peut-être certains d'entre vous s'en souviendront, où on avait déjà planifié mettre en place un trambus. Pour citer une étude récente par la Caisse de dépôt et de placement, on a proposé dans son plan cité qui a été dévoilé il y a un an et demi de mettre en place un service de SRB sur l'axe de Charest. Je mentionne Charest parce que, bon, il a souvent été mentionné. Donc, c'est bien possible qu'éventuellement, avec l'augmentation du niveau de service, de l'achalandage
Et donc, justement, avec les ajustements à la hausse de notre service bus, l'augmentation de la fréquence, qu'on doit mettre en place des mesures préférentielles. J'utilise ce terme-là générique, hein, mesures préférentielles, parce que pour faire en sorte que nos autobus aillent plus vite, qu'on suive davantage nos horaires, qu'on respecte nos horaires. C'est très important, la régularité du service pour nous, puis pour nos clients, pour nos usagers. Il n'y a pas seulement des voies réservées. On peut avoir, par exemple, des feux prioritaires. Il y a différentes mesures et on travaille de concert avec la ville, on observe les différents axes. On en a un peu partout, hein, des mesures prioritaires. Par exemple, sur le boulevard Le Bourgneuf, on a des voies réservées, mais on a également un système qui compare en temps réel l'horaire de l'autobus. Et si je suis en retard, ben, le système pourra me donner un peu plus de feu vert à un carrefour pour que je puisse rattraper mon retard. Fait que ce genre de mesures-là, donc, on les met en place un peu partout sur le réseau. J'ai mentionné Robert Bourassa, Charret. Ben, Robert Bourassa, c'est un autre axe où on travaille avec la Ville de Québec puis avec le ministère des Transports qui est concerné parce que c'est la fin d'une autoroute, hein, Robert Bourassa, avec la mise en place de mesures préférentielles dans le futur. Même pas, on pense mettre en place ces mesures-là bien avant qu'on transforme cette ligne-là en métrobus. Donc, oui, on fait un suivi sur les différents axes. On considère est-ce que nos autobus prennent du retard, est-ce qu'on réussit à respecter notre horaire, est-ce que la vitesse de déplacement est conforme à nos attentes. Et s'il y a problème, à ce moment-là, on examine qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et les voies réservées, des feux prioritaires, ce qu'on appelle plus généralement des mesures préférentielles. On les considère, on les étudie, puis on travaille avec la Ville, puis avec le ministère des Transports afin de les mettre en place pour offrir un bon service. Merci beaucoup, Marc. La prochaine question qui est entrée va être pour toi aussi, mais en attendant, je peux simplement rappeler que bon, ça a été abordé quelques fois pendant la présentation, mais dès le 21 mars, le RTC met en place son nouveau réseau durant les travaux du tramway. Donc, visitez le rtcquebec.ca/réseau pour avoir plus de détails là-dessus. Beaucoup de changements à venir. Marc, la prochaine question. Qu'arrivera-t-il au parcours 185? Le parcours 185, c'est un parcours qui circule en période de pointe. Là. Il est moins connu. Par exemple, le parcours 85 aussi fait partie de ces parcours-là, ces tracés-là, ces services-là qui sont seulement offerts en période de pointe. Le 185, sa particularité, peut-être que je peux la montrer, mais sur cette carte-là, si on veut, le 185, là, il dessert le quartier Neuchâtel-Est, il passe par le terminus des Galeries. Il suit un parcours qui est pas mal le même à partir du terminus des Galeries, un parcours qui est très semblable à celui de notre futur parcours au niveau de service, mais la différence, c'est que lui, il monte en Haute-Ville. Donc, c'est un parcours qui est vraiment très, très utile, notamment pour Vanier, parce que c'est un parcours qui monte en Haute-Ville par la pente douce, et puis ensuite qui chemine vers l'ouest sur le chemin Sainte-Foy. Donc, il est intéressant pour qui étudie au Cégep Garneau, au Cégep Sainte-Foy, voire à l'Université Laval. Ce service-là va demeurer et on en examine actuellement donc les caractéristiques. On fait un retour sur les charges à bord, donc le nombre de passagers qui montent dans les différents voyages, dans les deux directions. Et puis, il fait partie des parcours qu'on conserve et pour lequel on examine des ajustements à l'horaire, voire une augmentation, un ajout de voyage. C'est encore une fois, on est dessus, on travaille dessus et dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on va compléter notre proposition sur ce parcours-là et on va présenter à notre conseil d'administration un nouvel horaire pour ce parcours-là, mais qui demeure parce qu'il est très utile, reliant justement tout le secteur de Vanier et le Nord vers la Haute-Ville et le secteur, l'axe du chemin Sainte-Foy. Merci beaucoup, Marc. La période de questions a une deuxième vie. Il y a plusieurs nouvelles questions qui viennent d'arriver. Donc, la prochaine est pour Olivier. Serait-ce envisageable de prolonger d'un arrêt ou deux dans le secteur Bastien-Robert Bourassa? La personne qui pose la question parle de l'accès à divers services dans le secteur un peu plus au nord, notamment. La question complète se trouve dans le clavartage pour les intéressés. Donc, la réponse courte est non, on ne planifie pas là,
prolonger de quelques arrêts là, le nouveau parcours. C'est certain qu'à ce niveau-là, il faut qu'on se trouve des zones opérationnelles parce que les bus, à la fin de leur parcours, ben, ils peuvent pas arrêter sur des 4 flashs là, sur le coin d'une rue. Il faut qu'on trouve des endroits où est-ce qu'on va arrêter, qu'on va pouvoir se réguler, qu'on va pouvoir se retourner. Par contre, à ce niveau-là, il y a quand même le parcours 70 hein, qui a été justement bonifié lui aussi aux 20 minutes l'année dernière, à l'automne dernier. Donc, le parcours 70 passe là, débute là, dans le haut de Val-Bélair et va aussi sur Robert Bourassa, se rend jusqu'au terminus des Galeries. Donc, encore une fois, ça va faire que sur Robert Bourassa, là, à partir de Bastien, il va y avoir 2 parcours aux 20 minutes, donc une superposition de parcours haute fréquence. Donc, je reviens. Pour ce qui est du nouveau parcours, ce n'est pas possible parce qu'il faut qu'on ait une zone opérationnelle, mais il y a quand même des options là, avec le parcours 70 actuel. Merci. Toujours pour toi, Olivier, c'est encore un peu de salive. En partant de Saint-Roch, vers quelle heure aurait lieu le dernier départ du nouveau parcours à haute fréquence? Est-ce que ce serait comme les métrobus après minuit? Ben, on est en train de faire les horaires, Marc vous l'a dit, on est en train de regarder les heures de service, là, le portefeuille qu'on a, mais ce qui est en train d'être envisagé, ce serait l'équivalent là, justement du 70 qui aurait là, les départs là, aux alentours là, de 11h30 minuit. Mais on regarde le besoin encore une fois. On est en train de faire les analyses. Merci. Question pour Marc. Étant donné que la 64 serait abolie, quelle serait la meilleure option pour atteindre Fleur-de-Lys? Nous n'avons pas de point de départ, nous n'avons pas le point de départ de la personne, mais supposons qu'elle part du cœur de Vanier. Oui, ben, c'est le parcours 82 dans Vanier. C'est le parcours 82 là, qui passe sur Bocage, là, sur Pierre-Bertrand-Bocage. C'est lui qui se dirige vers Fleur-de-Lys. Dans la partie sud de Vanier, on a également les parcours 74, 84 qui sont sur Wilfrid Hamel, puis 86 qui circulent sur Chabot. Ça, c'est dans la configuration, l'option 1, si je puis dire, là, que vous voyez sur la carte qui est toujours affichée ici, là, dans l'éventualité où le parcours de fréquence se mène sur Plante. Si le parcours aux fréquences empruntait dans l'option 2, Wilfrid Hamel et Pierre Bertrand. Olivier le mentionnait un peu tout à l'heure, c'est vraisemblablement le 82 qui serait dévié, qui irait circuler sur Plante et sur Samson. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce ne sera pas le parcours de fréquence qui va aller au centre commercial Fleur-de-Lys. Ça va être le parcours 82 qui, lui, va desservir la partie centrale et la partie nord du quartier. Et dans le sud, on a nos parcours habituels qui demeurent 74, 84 et 86. Merci, Marc. Autre question pour Olivier. Considérant les travaux pour le tramway, croyez-vous que Charest sera en mesure de recevoir le flot de circulation et que le nouveau parcours ne sera pas trop perturbé par cela? Une autre très bonne question. C'est sûr que, on se cachera pas, hein, les travaux du tramway vont impacter grandement la circulation. Marc le disait tout à l'heure. On travaille avec les gens de la ville là, pour justement regarder les mesures prioritaires. Là, c'est sûr qu'on se concentre sur l'axe fréquent. Par contre, il y a aussi là, dans le secteur là, tout ce qui est les ajustements de services là, reliés à la remise en opération ou en tout cas la fin des travaux sur la rue Saint-Vallier. Donc, il y a également des parcours là, qui vont être revus dans le secteur de Saint-Sauveur pour justement là, venir là, bonifier le service dans le secteur. Donc, pour revenir à votre question, c'est sûr que l'axe du boulevard Charest est un axe important. La ville et la RTC, on travaille ensemble pour justement bonifier là, notre fluidité, mais pour l'instant, on ne voit pas d'enjeu majeur là, pour cet axe-là. Merci. Donc, prochaine question. Celle-ci est pour Simon. Est-ce que tu es prêt, Simon? Je suis prêt. Avez-vous pensé créer un parc-au-bus dans le coin de Fleur-de-Lys pour permettre aux gens de se stationner et qu'ils puissent terminer le trajet par autobus au lieu de devoir circuler en voiture dans le centre-ville? Bonne question, bonne question. C'est un peu complexe et délicat dans le sens où un des objectifs d'un parc-au-bus, c'est d'inciter les gens, bien entendu, à prendre le transport en commun parce que souvent, ça fait sauver du temps sur le trajet. Cependant, on veut aussi ne pas contribuer à la circulation intense puis au trafic et
déjà, Place Fleur de Lys est un petit peu plus centré que nos autres parcs-bus qui sont plus en périphérie de l'agglomération métropolitaine. Et en ce sens, en termes de positionnement urbain, c'est trop central. On peut pas. Il faudrait que ça soit un petit peu plus excentré pour que ça ait du sens au niveau urbanistique. D'autant plus que le secteur Place Fleur de Lys connaît un énorme chantier là, de densification qui amène des centaines de logements et que l'usage du stationnement dans ce secteur-là va certainement croître énormément. Et donc, dans ce sens-là, placer un parcobus à côté de lieux de destination qui attirent beaucoup de gens, c'est très difficilement gérable. Donc, réponse courte, non, à Place Fleur de Lys, on n'a pas pensé de mettre de parcobus. Merci. Olivier, pour toi, une personne s'exprime sur la perception de diminution du service dans le secteur de Saint-Sauveur et l'augmentation dans le secteur Le Bourgneuf. Pouvez-vous donner plus d'informations à ce sujet? Je comprends en fait là, la perception parce que évidemment, nous, on a focusé la présentation là, sur l'axe fréquent. Évidemment, là, tout ce qui est Saint-Sauveur, avec l'ensemble des perturbations qu'il y a eu, comme je disais tantôt, là, avec les changements, en fait, les travaux là, du Saint-Vallier, ça a impacté beaucoup là, le service là, dans le secteur. Évidemment, on n'a pas mis l'ensemble des tracés qui vont avoir lieu ou en fait qui sont présentement dans le secteur Saint-Sauveur. Il va y avoir à partir de l'automne prochain, puis là, c'est pas par rapport à ce projet-là, mais des annonces là, de modification de tracé dans Saint-Sauveur suite à la terminaison ou à la finalisation des travaux dans Saint-Vallier-Ouest. Donc, il n'y aura pas moins de services, au contraire, là, l'axe Marie de l'Incarnation, Charest reste quand même, quand on regarde le Grand Saint-Sauveur, un axe qui est quand même central, là. Et ça ne touche pas, il n'y aura pas une diminution nécessairement de services par rapport aux parcours qui sont actuellement dans le quartier. Merci beaucoup, Olivier. La prochaine est pour Marc. Est-ce que vous avez évalué la possibilité de faciliter la desserte du centre communautaire Fernand-Dufour qui est occupé par la Corporation des loisirs Vanier? Oui, le centre communautaire Fernand-Dufour, là, je remercie mes collègues de me l'avoir pointé sur la carte. Là, des fois, il y a des bouts que je perds des bouts, puis je ne me souvenais plus où il était. Donc, il est localisé à proximité de la rue Chabot et près de l'avenue du Charme. C'est le parcours 86, donc, il se mine sur Chabot. Donc, il y a un arrêt qui est très près du centre communautaire Fernand-Dufour. Le 86, ça fait partie des parcours qu'on maintient, mais qui ne sont pas visés par les améliorations qu'on apportera l'automne prochain parce que, comme on l'a expliqué, on travaille dans l'axe nord-sud. C'est vraiment dans l'axe nord-sud qu'on apporte des améliorations. Toutefois, l'an prochain, c'est une étape, on peut déjà s'avancer sur l'automne 2027. Ça va être la troisième année de notre plan d'amélioration des services, notre plan 2025-2028, et on va travailler dans l'axe Est-Ouest à ce moment-là. Donc, il y aura peut-être des gens qui vont demander à avoir plus de services dans l'axe Nord-Sud. On leur dira, ah, c'est l'an dernier qu'on vous a mis ça en 2026. Là, cette année, on travaille sur l'axe Est-Ouest. Et si vous allez sur notre site web, vous allez voir un peu, grosso modo, encore une fois, c'est très grossier ce qui est montré, mais ce qu'on a en tête, c'est d'améliorer le service entre Saint-Roch et le secteur du terminus Les Saules, voire de l'ancienne Lorette, l'axe Est-Ouest, et ça pourrait concerner tous les parcours, grosso modo, qui cheminent actuellement sur Perle-Lièvre ou sur le boulevard Amel, par exemple, comme le parcours 80, le 74, le 84 ou le 86. Donc, à court terme, non, ce n'est pas envisagé de changer le service sur le 86 pour mieux desservir le centre communautaire Fernand-Dufour. Cependant, ben, on reçoit votre question, votre marque d'intérêt et on vous encourage peut-être à préciser votre demande si, je ne sais pas, il y a des heures particulières où vous considérez que la desserte serait améliorée. Donc, ce sont des choses qu'on peut apporter dans le futur et dès l'an prochain, donc, on va revenir avec de nouvelles améliorations dans l'axe Est-Ouest et possiblement sur le parcours 86 et vers ce centre communautaire-là. Donc, merci pour votre question. C'est quelque chose qu'on va inclure dans nos devoirs dans les prochains mois pour l'amélioration du service dans l'axe Est-Ouest.
Je vais juste bonifier avant de te laisser parler, Yannick, là. Et quand on regarde là, par rapport à l'axe fréquent, ben, encore une fois, si on prend l'option Pierre-Bertrand, on parle d'environ là, 150, entre 150 et 175 mètres de marche là, pour se rendre sur Pierre-Bertrand. Donc, que ce soit l'option 1 avec en fait, l'option 2 avec l'axe fréquent, que ce soit l'option 1 avec le parcours 82, il y a quand même une desserte relativement proche qui est faite là, de ce secteur-là, là, de tout le quadrilatère. Merci pour cette réponse-là. Je rappelle à tout le monde que la séance actuelle est enregistrée et qu'elle sera disponible sur notre site web pour être réécoutée ou partagée à vos voisins, vos amis qui auraient pu la manquer. Prochaine question est pour Marc. Vous affirmez que le temps d'attente sera plus court avec le nouveau tracé. Cependant, il y a des usagers plus vulnérables qui devront marcher davantage pour accéder au service. Croyez-vous que ce sera un frein pour utiliser le nouveau tracé? C'est incontestable que je pense pas que je ne vais pas raconter d'histoire, que si on augmente la distance de marche pour atteindre un parcours, qu'effectivement, ça peut constituer un frein, que ça peut. C'est embêtant, ça augmente notre temps de parcours. Cela dit, comme l'expliquait Olivier en début de séance ce soir, les améliorations qu'on apporte ce soir, c'est pour le plus grand nombre. C'est impossible lorsqu'on on fait des modifications à un réseau de transport de faire gagner 100% des gens. On est confiant qu'une large majorité des gens vont trouver leur profit dans les mesures qu'on présente ce soir. Et encore une fois, on est encore à réviser notre copie, on est encore à finaliser nos propositions. Certains d'entre eux, effectivement, verront leur temps de parcours augmenter, mais la grande majorité verront leur trajet diminuer en temps et nous sommes confiants qu'on va connaître une augmentation d'achalandage suite à la mise en service de ces propositions-là et particulièrement de ce nouveau parcours-là qui, euh, je le rappelle, puis on le voit sur la même diapositive, où on va doubler carrément le nombre d'autobus qui vont transiter dans cet axe-là entre Saint-Roch et le boulevard Bastien. Donc, les temps d'attente vont diminuer, les autobus vont aller plus vite. C'est très majoritairement des gagnants qu'on va connaître. Merci beaucoup. Olivier, une participante remarque que dans Saint-Sauveur, sur Charest et Marie de l'Incarnation, il y a des enjeux de congestion en après-midi. Est-ce qu'il est prévu de revoir la synchronisation des feux pour accélérer les passages des autobus? Très bonne, une très bonne observation. Il y a eu des changements majeurs. Là, on se rappellera sur Marie de l'Incarnation avec le corridor Vivacité. Il y a certaines reconfigurations, là, particulièrement cette intersection-là, qui a causé des problèmes. Donc, oui, on travaille avec la ville de façon très active là, et très proactive, en fait, afin d'améliorer la fluidité de cette intersection-là. Il y a eu des modifications qui ont été faites à l'automne et c'est un dossier qu'on suit là, de façon régulière, récurrente, afin d'améliorer la situation. Donc, on est vraiment en travail en collaboration avec la ville là, pour cette intersection-là qui a été, on va se dire, très problématique au début de l'été dernier. Mais là, si on parle là, de la situation courante, il y a beaucoup moins d'enjeux. Merci. Il nous reste deux questions, donc c'est peut-être mon occasion pour vous dire de poser vos questions si vous en avez encore, parce que après les deux dernières questions, s'il n'y en a pas d'autres, on va conclure. Donc la prochaine est encore pour toi, Olivier. Qu'en est-il de l'accessibilité aux gens en fauteuil dans les changements prévus? Une autre très bonne question, encore une fois, nous, quand on fait les tracés, puis quand on fournit des options, puis là, je vais vous donner deux exemples. On a toujours l'accessibilité, oui, de nos parcours, de nos zones d'arrêt, mais aussi le cheminement piéton. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on avait fait cette option-là que vous voyez, l'option 1, en cheminant par Plante, parce que un des commentaires qu'on avait, c'était que la rue Plante était plus étroite, il y avait un sentiment de plus de sécurité parce que les véhicules roulaient plus tranquillement. Traverser la rue Plante est beaucoup plus facile
que de traverser Pierre-Bertrand, par exemple. Donc, c'était une option, puis on rentrait plus dans le cœur du quartier. Je vais dire ça comme ça. Par contre, c'est pas une option qui est parfaite. Encore une fois, malheureusement, il n'y a jamais rien de parfait. Sur la rue Samson, par exemple, ben, en une direction, la direction ouest, là, il y a des trottoirs, mais de l'autre direction, il n'y a pas de trottoir. Donc, pour l'accessibilité, c'est pas l'idéal. Si on regarde l'option 2 que Marc vous a présenté, donc encore une fois, l'axe Pierre-Bertrand, ben, cette fois-ci, l'ensemble du tracé a des trottoirs de part et d'autre de la rue. Par contre, ben, il faut traverser Pierre-Bertrand, qui est parfois, des fois, un petit peu plus, je veux dire, un peu plus de défis pour des personnes à mobilité réduite. Donc, encore une fois, assurément que la mobilité, les personnes avec des problèmes de mobilité, on a des très grands soucis là, pour les accommoder. Les zones d'arrêt, encore une fois, on essaie toujours, encore une fois, dans la mesure du possible, de s'assurer que les zones d'arrêt soient accessibles pour justement pouvoir desservir l'ensemble de la clientèle. Merci beaucoup. Autre question pour Marc, celle-ci. Outre les scénarios 1 et 2, est-ce qu'une troisième option pourrait être de circuler sur Bocage au lieu de Samson ou Hamel? Ça a été considéré. Donc, Bocage, là, j'ai encore la diapositive 17, là, c'était cet axe-là, hein. Bocage est desservi actuellement par le 82 et on pense il est bien à sa place, le 82, donc qui débute dans la basse ville et puis ensuite qui chemine, qui passe à côté de Fleur-de-Lys et puis ensuite qui va chercher Bocage. Donc, il y a beaucoup de montées et descentes. Le parcours 85 dessert également Bocage. La différence du 82, lui, il vient de Saint-Sauveur, puis il traverse la rivière, puis ensuite il tourne sur Bocage. Donc, nous, on a pensé que l'axe Plante était intéressant de parcourir de bout en bout parce qu'on reliait les deux parties de Vanier au centre de Vanier, de part et d'autre de la voie ferrée. On a analysé les populations desservies et ça nous paraissait particulièrement intéressant de parcourir de bout en bout cet axe-là avec le parcours de fréquence. Donc, oui, ça a été considéré Bocage, mais on l'a écarté relativement tôt dans nos options de tracé pour retenir le tracé qui est montré sur le plan et plus récemment, donc, on a considéré la deuxième option qui nous ferait passer plutôt dans la partie sud. Mais sur Bocage, on pense que l'axe va continuer à être très bien desservi par les parcours 82 et 85. Merci beaucoup pour ces explications. Pendant que je commence la conclusion, c'est le temps de poser vos questions si vous en reste, parce qu'après ça, ce sera terminé. On va conclure la rencontre. Je rappelle que les experts qui sont adressés à vous et qui ont répondu à vos questions sont Marc Lusignan, qui est analyste en planification des services, Olivier Pignac-Robitaille, qui est coordinateur à la planification des services, et Simon Lallier, qui est analyste en planification des infrastructures. Merci aussi à toute l'équipe en coulisses qui a nourri la section questions-réponses, qui a répondu à vos questions. J'espère que vous avez apprécié. Merci à tous ceux qui sont présentés ce soir pour poser des questions, pour nous écouter. C'est important pour nous de faire cette séance d'information-là. Merci pour vos questions. Comme mentionné en début de rencontre, on va rendre disponible une page d'information sur l'ajout du parcours haute fréquence et la révision des services qui va inclure la présentation de ce soir, l'information complémentaire sur la révision des services et un module pour poser vos questions, inscrire vos commentaires. Le tout sera disponible sur notre page web dès demain au rtcquebec.ca/plan 2028. Donc, je ne crois qu'on n'a pas d'autres questions. Merci, messieurs, qui ont répondu aux questions. Merci beaucoup. Et à toutes celles et ceux qui étaient avec nous ce soir, merci et bonne fin de soirée. Belle soirée à tous.